Notre époque est un véritable âge d'or de la découverte. Depuis l'an 2000, les scientifiques ont répertorié 250 000 nouvelles espèces de plantes et d'animaux. Nous nous rendrons aux quatre coins de la planète pour rencontrer les 10 espèces les plus étonnantes. Des chercheurs nous feront partager leurs découvertes. Un gros singe de Tanzanie, un poisson à tête transparente, Comment ne pas rester bouche bée? une musaraigne avec une trompe et l'insecte le plus long du monde. C'est presque aussi incroyable que de trouver une nouvelle espèce d'éléphant. Notre voyage commence au fond de l'océan. Il y aurait plus de créatures inconnues que partout ailleurs sur le globe. Aujourd'hui, la science dispose d'appareils qui peuvent descendre à plus de 7000 mètres de profondeur, où vivent des espèces défiant l'imagination. Voici l'Institut de recherche de l'aquarium de Monterey Bay. George Matsumoto est un spécialiste de l'exploration sous-marine. Il se passe pratiquement toujours quelque chose quand on sort en mer. On observe un nouveau comportement ou une nouvelle espèce. On met au point un nouvel instrument. Chaque sortie est fructueuse. Cet appareil ne sert pas simplement à filmer les animaux, il peut aussi les capturer vivants. Et grâce à lui, les scientifiques ont fait des rencontres spectaculaires. Ils ont eu du mal à croire que ce poisson à tête transparente était bien réel. Il s'agit d'un Macropina microstoma. Les deux sphères vertes à l'intérieur de sa tête sont ses yeux. Et ce qui semble être ses yeux sont en fait ses narines. Sur ces images datant de 2001, on peut voir une autre curiosité de la faune des profondeurs. Le bien nommé calmar au long bras, à la fois élégant et effrayant. Mais aussi fascinantes soient-elles, ces deux créatures ne font pas partie des 10 espèces retenues pour ce classement. Pour approcher la première d'entre elles, il faut s'enfoncer à 1500 mètres de profondeur au large de la Californie. C'est une méduse d'1 mètre de diamètre que personne n'avait jamais vue. Elle n'a pas de tentacules, mais de longs bras pendants qu'on appelle bras buccaux. Ils sont recouverts de cellules urticantes, tout comme sa cloche. On suppose donc qu'elle est capable de capturer de la nourriture avec tout son corps, mais ça reste une hypothèse. On ne sait pas non plus ce qu'elle mange, parce qu'on n'a jamais réussi à attraper un spécimen adulte. Et on ne connaît pas ses prédateurs. C'est un bon exemple de notre méconnaissance des abysses. Voilà un animal énorme dont on ne sait presque rien. Même si nous découvrons des choses extraordinaires grâce à nos appareils téléguidés, nous n'avons qu'un petit aperçu de la vie dans ce milieu. En 10e position, nous trouvons donc la mystérieuse Grande Rouge. Le prochain sur la liste est un géant d'un autre genre, un peu moins inaccessible. Près de la moitié des espèces connues, soit environ 1 million, sont des insectes. Et on en découvre encore plusieurs centaines chaque année. Voici donc quelques phénomènes du monde des invertébrés. L'Heteropoda maxima, décrite pour la première fois au Laos en 2001, est l'araignée avec la plus grande envergure.
Véritable cauchemar pour les arachnophobes, elle mesure une trentaine de centimètres, pattes comprises. Ce mille-pattes rose, originaire de Thaïlande, s'est révélé au monde en 2007. Sa couleur vive est une mise en garde. Il sécrète du cyanure. Les scientifiques sont prêts à s'aventurer là où d'autres ont trop peur d'aller. Quentin Wheeler est un entomologiste, directeur de l'Institut international pour la recherche d'espèces. Aujourd'hui, il est en Arizona pour dénicher un nouveau spécimen de scarabée. À chaque fois que je pars en expédition, j'ai l'impression d'être un astronaute qui pose le pied sur une planète inconnue où tout est étrange. On connaît si mal la vie sur Terre. 90% des espèces restent à découvrir. C'est le dernier grand champ d'exploration pour l'homme. La recherche d'espèces devrait être l'une des priorités de la science pour différentes raisons. Aujourd'hui, le taux d'extinction est horriblement élevé. Il faut remplir les muséums de nouveaux spécimens avant qu'il ne soit trop tard, pour que les futurs scientifiques continuent à parfaire notre compréhension de l'évolution. Nous sommes la dernière génération à pouvoir observer le résultat de 3,5 milliards d'années de sélection naturelle. C'est une grande source de motivation. Le numéro 9 de ce classement est un insecte de taille. Décrit en 2008, il vit sur l'île de Bornéo. L'un des très rares spécimens est conservé au Muséum d'histoire naturelle de Londres. L'une des plus importantes trouvailles du XXIe siècle est un phasme. C'est le supercane de Chan, l'insecte qui a le corps le plus long. Il mesure exactement 56,7 cm, soit pratiquement la longueur d'un bras. Pour faire un parallèle avec la zoologie ou la botanique, c'est un peu comme si on découvrait la baleine bleue ou le séquoia seulement aujourd'hui. Ça prouve l'étendue de notre ignorance dans le domaine des insectes. Le plus grand d'entre eux nous a échappé jusqu'au XXIe siècle. Hormis sa taille, on en sait très peu sur ce phasme. Les scientifiques pensent qu'il vit à la cime des arbres, ce qui expliquerait qu'il soit resté caché aussi longtemps. Les insectes sont à la base de notre écosystème. Il est donc indispensable de continuer à chercher de nouvelles espèces et à déterminer leur rôle. De nombreux biologistes s'accordent pour dire que si l'homme disparaissait demain, le reste des êtres vivants ne s'en porterait pas plus mal. En revanche, s'il n'y avait plus d'insectes, l'ensemble des écosystèmes terrestres s'effondrerait. Le supercane de Chan mérite donc amplement sa 9e place. Comment déniche-t-on encore des espèces inconnues de nos jours? Les scientifiques disposent de nombreux outils. Les photos satellites et les GPS pour localiser des écosystèmes reculés, de vastes bases de données informatiques pour comparer de nouveaux spécimens aux espèces déjà recensées, et bien sûr les tests ADN pour vérifier qu'on ne fait pas fausse route. Mais le dispositif le plus efficace est parfois un simple appareil photo à déclenchement automatique. En 2007, une équipe de télévision est parvenue à prendre en photo un gros rat laineux en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Elle a ensuite réussi à approcher ce docile rongeur pour le répertorier. Au 8e rang de ce classement se trouve un autre animal découvert grâce à un piège photographique.
Pour rencontrer cet improbable cousin de l'éléphant, il faut se rendre en Afrique. Plus précisément dans le parc national d'Udzungwa, en Tanzanie. La forêt vierge de ce parc est l'endroit rêvé pour trouver de nouvelles espèces. Le scientifique italien Francesco Rovero y est venu étudier des créatures proches du cerf appelées dika. Il a disposé des pièges photographiques avec son collègue Ruben Wakisoma pour surveiller leurs déplacements. Mais un jour, une surprise les attend. Dès qu'on a vu les photos, on a su que c'était une nouvelle espèce. Ça ressemble à une musaraigne éléphant ou sengi, mais c'est 4 fois plus gros. De plus, la couleur de son pelage est unique. Sa tête est grise, son cou jaune, son dos roux et son arrière-train noir. Il ne passe pas inaperçu. Ce curieux petit animal pique la curiosité de Francesco et de son équipe, qui se font alors un devoir d'en capturer un. Ils suivent sa trace et partent à la recherche de son terrier. Ça ressemble à un tas de feuilles, mais en fait, c'est la tanière d'un sengi. Les musaraignes éléphants creusent un trou dans la terre et le recouvrent de feuilles. La taille de celui-ci est la preuve que son occupant est imposant. Il doit mesurer à peu près 60 cm de long, avec 25 cm de queue. C'est 20 cm de plus que les autres espèces. Le portrait se précise. Il ne reste plus qu'à l'attraper. Plus facile à dire qu'à faire. La première fois qu'on a essayé de capturer le sengi, on a utilisé un filet comme celui-ci, qui avait fonctionné pour d'autres espèces, mais qui pour celle-là s'est révélé inefficace. On pense que le maillage n'était pas assez gros pour qu'il s'y empêtre. Puisque la technique du filet est un fiasco, on passe au plan B. Il ne reste plus qu'à attendre. Les jours passent sans résultat. Mais la patience finit par payer. Je me souviens très bien que nous étions partis dans la forêt cet après-midi-là pour vérifier les pièges. C'est Ruben, mon assistant, qui les avait posés. Il a vu qu'un des pièges avait marché et il s'est précipité. Il a crié « On l'a attrapé !» Alors j'ai accouru pour voir ça. Voici une vidéo remarquable de leur prise. Contrairement à ce qu'indique leur nom, les musaraignes éléphants ne sont pas de la famille des musaraignes. En revanche, ce sont bien des parents éloignés des éléphants. Quand on les observe de près, un trait commun apparaît. En swahili, musaraigne éléphant se dit sengi. Et le nom officiel de notre numéro 8 est sengi à face grise. Trouver le nom adéquat pour une espèce est l'une des étapes qui précèdent sa présentation au monde. On s'est rendu compte récemment qu'un type d'éponge avait reçu 56 noms différents. Pour traiter ce problème de nomenclature, les océanographes ont entrepris un grand recensement et trouvé à cette occasion 6000 nouvelles espèces, pour un total d'environ 250 000. Les récifs de corail sont de bons endroits pour chercher des formes de vie inconnues. Ils ne représentent que 1% des fonds océaniques, mais concentrent près d'un quart des espèces marines. Un de ses habitants est l'étrange Istiophrine psychédelica. Le motif sur chaque spécimen est différent, ce qui permet aux scientifiques de les distinguer. C'est pratique.
Il se déplace par bonds en poussant sur ses nageoires et en expulsant de l'eau par ses ouïes, un peu à la manière d'un moteur à réaction. Pour faire le ménage dans les récifs, on peut compter sur ses traits au nom latin évocateur Electrolux addisoni. Signalée pour la première fois en 2007, elle a l'habitude d'aspirer du sable et des graviers en se nourrissant. Si ces deux poissons surprenants ne sont pas entrés dans notre classement, qui leur a volé la vedette? En 7e position, on trouve un prédateur qui rôde dans les hauts fonds de Papouasie occidentale en Indonésie. La biodiversité marine de ce territoire est la plus riche de tout l'archipel indonésien. Mark Erdman, de l'organisation Conservation Internationale, est le premier scientifique à avoir observé l'espèce en question. C'était en février 2006. Nous faisions une évaluation de la biodiversité de la baie de Cendrawasih, ce qui consiste à compter toutes les espèces présentes dans l'eau. J'avais pris l'initiative de plonger de nuit pour vérifier qu'il n'y avait rien d'autre à voir. Dès que je suis entré dans l'eau, j'ai remarqué un requin qui nageait sur le fond. J'ai tout de suite rebroussé chemin et je suis remonté sur le bateau pour prévenir mes collègues. On a compris que c'était une nouvelle espèce. Mark vient de trouver un nouveau type de requin-chabot, rapidement surnommé le requin marcheur. Ce requin a plus l'attitude d'un gentil chien que d'un monstre des mers. Mais comme son lointain cousin, le grand requin blanc, ça reste un carnivore. Il est juste plus détendu. Il se nourrit sur le fond, où il y a beaucoup de corail. Plonger dedans n'est pas facile. Alors il se promène sur le récif et fouine un peu partout. C'est adorable. Les scientifiques ont eu la bonne idée d'en faire une mascotte locale pour sensibiliser les habitants à la préservation de son milieu de vie. En effet, 2/3 des récifs coralliens de notre planète sont en danger. Et depuis que ce requin-chabot est célèbre, les efforts en matière de protection de l'environnement ont augmenté dans la région. Et un écosystème fragile est désormais protégé. Notre numéro 7 illustre donc parfaitement à quel point la recherche de nouvelles créatures est importante. Depuis plus de 2000 ans, l'homme tente d'identifier le plus d'espèces possible. On en connaît aujourd'hui environ 2 millions, mais il en reste encore bien plus à répertorier. En 2001, une jolie orchidée Stanopea est découverte dans la forêt montagneuse péruvienne. Et en 2008, c'est au tour d'une des plus petites orchidées du monde d'être mise au jour. Ces fleurs mesurent 2 cm de large et ne font qu'une cellule d'épaisseur. Voilà qui nous amène à la 6e place de ce classement. Elle est occupée par une fleur flamboyante qui trouve ses origines dans les Andes péruviennes. Je dirais que c'est un peu comme découvrir une nouvelle espèce d'éléphant. C'est un vrai miracle de tomber sur une chose pareille. Sa taille et ses couleurs profondes ont stupéfié les producteurs d'orchidées comme Chris Purver, de la fondation Eric Young. C'est une sorte de Graal, la plante qu'on rêve de découvrir. Il est temps de révéler celle qui a enflammé le petit monde de la botanique. Il s'agit d'une orchidée géante nommée Phragmipedium kovacki. Trois fois plus grosse que n'importe quelle autre variété, cette fleur ensorcelle tous ceux qui la voient. C'est un sentiment indescriptible. Elle vous hypnotise. Ici, on a une passion pour ces plantes. On aime les cultiver.
Quand on commence à apprécier les orchidées, ça devient vite une obsession. On pourrait appeler ça de l'orchidomanie. La découverte de cette reine des fleurs révèle également le côté sombre du commerce des orchidées. Cette espèce a été achetée sur le bord d'une route de montagne au Pérou par Michael Kovac. Ce chasseur d'orchidées l'a ensuite importée illégalement aux États-Unis. La famille des Cypripédioidées est protégée par la Convention sur le commerce international des espèces sauvages menacées d'extinction. Michael Kovac a donc été poursuivi et condamné pour son délit. Mais aujourd'hui encore, cette orchidée porte son nom, Phragmipedium kovacki. Quelques spécimens légaux sont entre les mains d'un petit groupe de producteurs. Avec des fleurs d'un violet éclatant pouvant atteindre 20 cm de large, cette plante offre la possibilité de créer d'exceptionnels hybrides. Ce qui fait sa valeur, c'est la taille de sa fleur. Tous les hybrides issus de cette variété produiront de grosses fleurs. C'est très important d'un point de vue commercial, parce que ça peut ouvrir de nouvelles perspectives dans le secteur des fleurs coupées. Mais cette orchidée a-t-elle vraiment sa place dans notre classement? C'est un géant. C'est ce qui la rend si unique. C'est la découverte de la décennie. Certains parlent même de découverte du siècle. En 6e position, on trouve donc un trésor de beauté végétale. À suivre, 2 espèces de primates, dont une a été découverte pendant la préparation du film. Une énorme plante carnivore et un gecko qui prouve que la vie est en constante évolution. Mais commençons par nos plus proches cousins, les primates. Ce titi a été aperçu pour la première fois en 2010 en Colombie. Chez ce singe, les couples se forment pour la vie et les mâles élèvent les petits. La même année, on a découvert ce rhinopithèque en Birmanie. Cette image a été créée à partir de photos de spécimens tués par des chasseurs. Si on en croit les Birmans, ce singe éternue quand il pleut, parce que l'eau entre dans son nez retroussé. Mais ce n'est pas lui qu'on retrouve à la 5e place du classement. Pour voir le primate en question, il faut remettre le cap sur la Tanzanie, mais cette fois-ci dans la région du mont Rungwe. Au début du millénaire, une surprise de taille attend les biologistes sur ce volcan endormi. En 2002-2003, on travaillait avec des villageois près du sommet du mont Rungwe. Et on a commencé à entendre parler d'un animal appelé Kipunji. La nouvelle est alléchante, mais Tim Davenport a du mal à croire qu'il s'agisse d'un animal réel. Surtout parce que les Nyakyusa, l'ethnie locale, croient aux esprits. Et la frontière entre animaux réels et imaginaires est assez floue. Au départ, on a donc cru que c'était un esprit. Mais Tim finit par se convaincre que l'animal existe bel et bien et se lance à sa recherche. Avec son équipe, il fouille la forêt pendant des mois. Une personne du village nous a dit l'avoir vu la veille, à environ 250 mètres d'altitude. Nous sommes donc partis tôt le lendemain avec un ancien chasseur. On a progressé lentement jusqu'à une zone à 330 mètres d'altitude. Les pentes sont raides et la végétation épaisse. Soudain, le guide a crié « Kipunji !» On a tous levé la tête et on l'a vu. Ce qui le différencie, c'est la crête pointue qu'il a sur le sommet de la tête et les touffes de poils en forme de triangle sur les joues. Tim pense qu'il s'agit d'un singe appelé mangabey jusqu'à ce qu'un fermier local en capture un. Après un test ADN, le verdict tombe. C'est une espèce inconnue proche du babouin.
Mais ce n'est pas tout. C'est également le premier nouveau genre de singe répertorié depuis les années 1920. Lors du dernier recensement, il n'y avait que 1117 kipunji dans la nature, ce qui en fait une espèce en voie d'extinction. Heureusement, le gouvernement tanzanien a classé leur habitat réserve naturelle. On imaginait que tous les grands animaux de Tanzanie avaient été observés et répertoriés par la science. Mais désormais, on se dit que tous les espoirs sont permis. Le charismatique kipunji, avec sa mèche caractéristique, est officiellement le singe le plus rare d'Afrique et mérite amplement sa 5e place. Même au XXIe siècle, la nature continue de nous surprendre. Cela peut paraître fou, mais il existe encore des endroits sur Terre où l'homme ne s'est jamais aventuré. Stuart McPherson appartient à une nouvelle génération d'explorateurs. Il a une passion dévorante pour les plantes. Pouvoir aller dans des lieux pratiquement vierges et trouver quelque chose que personne n'a jamais vu est une expérience indescriptible. C'est unique et c'est ce que j'aime dans mon métier. Les hauts plateaux du Venezuela, aussi appelés tépuis. Reculés, mystérieux et dangereux. Le décor parfait pour un roman d'aventure. En venant ici, Stuart McPherson réalise un rêve. Escalader des montagnes dans le froid et sous la pluie, juste pour chercher des plantes exotiques au sommet, c'est un métier farfelu. Mais je le suis aussi. Stuart est un expert en plantes carnivores à piège passif. À seulement 27 ans, il a déjà écrit plusieurs livres sur le sujet et découvert personnellement 12 espèces. Mais qu'est-ce qui l'attire tant chez ces végétaux étranges? Depuis mon plus jeune âge, je suis fasciné par les plantes carnivores. Elles sont si bizarres, comme si elles venaient d'une autre planète. Elles forment tout un récipient à partir de leurs feuilles. C'est une sorte d'urne surmontée d'un péristome, un rebord très glissant avec des pointes tournées vers l'intérieur. Et elles sécrètent un nectar. Les proies essaient d'atteindre ce nectar, tombent dans le piège, ne peuvent plus en sortir et sont digérées. Ces plantes sont capables d'attraper des animaux aussi gros que des rats. Stuart est convaincu qu'il trouvera de nouvelles variétés de plantes carnivores sur ces hauts plateaux. Chacun d'eux est comme une île, isolée par d'immenses falaises. Dans certains cas, ils sont restés coupés du monde pendant des millions d'années. Il avait raison. Son expédition sur le tépuis Yurwani porte ses fruits. Et sur un autre plateau, non loin de là, il découvre également un hybride inconnu. Mais aucune de ces deux plantes n'est entrée dans le classement. Pour voir celle qui leur a volé la vedette, Stuart nous emmène sur l'île de Palawan aux Philippines, et plus précisément sur le pic du Sultan. Cette île abrite des plantes carnivores géantes, la plus grande espèce du monde. Stuart et son équipe entament l'ascension de cette montagne sauvage. On est parti avec l'idée de se frayer un chemin à travers la végétation. Mais on s'est souvent retrouvé avec de l'eau jusqu'à la taille parce qu'il était trop difficile de passer par la forêt. On est finalement arrivé au sommet de la montagne. Et là, dans les 100 derniers mètres de dénivelé, poussait une plante spectaculaire. Elle est beaucoup plus grosse que les autres variétés des Philippines. Les urnes sont gigantesques. On pouvait mettre toute sa main à l'intérieur. Elle est rouge vif et poilue. Rien à voir avec ce qu'on trouve ailleurs dans la région. Au bout de quelques secondes, on a compris que c'était une nouvelle espèce. Faire une telle découverte au XXIe siècle, c'est incroyable.
Au 4e rang, on trouve donc la plante carnivore Nepenthes palawanensis, révélée au monde par un aventurier d'un nouveau genre. Et tout de suite, rendez-vous avec l'un des plus grands experts en lémuriens, Russ Mittermeier. Il dirige la Fondation Conservation Internationale et étudie les lémuriens depuis plus de 40 ans. Ce qu'on a découvert ici est phénoménal. On a recensé 42 nouvelles espèces de lémuriens depuis l'an 2000. La plupart au cours des 5 ou 6 dernières années. C'est exceptionnel. Les forêts de Madagascar sont les seuls endroits au monde où on peut apercevoir des lémuriens. Mais plus de 90% de leur habitat ont déjà été détruits par l'homme. Il est donc urgent de trouver et de répertorier tous les types de lémuriens encore présents. Chaque nouvelle espèce découverte est un argument de plus pour sauver la forêt. Russ a d'ailleurs donné son nom à 2 d'entre elles. L'épilémure Mittermeieri a été vue pour la première fois dans le nord-ouest de Madagascar en 2008. Et en 2006, ce minuscule primate est baptisé Microcebus mittermeieri. Mais revenons au numéro 3 de la liste. Direction d'Arena, une zone forestière au nord de Madagascar. Russ est convaincu qu'il pourra y dénicher une perle rare. Lors de sa dernière venue, il a entreaperçu un lémurien qu'il n'avait jamais vu, et il est déterminé à le retrouver. Il pense qu'il s'agit d'un spécimen rare du genre Phaner. S'il a raison, ce sera une importante trouvaille. Parmi les 42 nouvelles espèces de lémuriens décrites ces 10 dernières années, il n'y en a aucune de Phaner. Ce serait une première et c'est très excitant. Les phaners sont des lémuriens nocturnes avec des marques en forme de fourche sur la tête. Ils vivent au cœur de la forêt et sont en grand danger d'extinction. Ils sont actifs uniquement la nuit, mais un élément va faciliter leur localisation. Ils sont très bruyants. À la nuit tombée, ils vocalisent beaucoup. Donc on devrait pouvoir les repérer. Ce qui ne veut pas dire qu'on réussira à en capturer un. Russ est accompagné de plusieurs trackers, dont Ed Lewis, un autre spécialiste en la matière. Si le phaner qu'il recherche fait bien partie d'une espèce inconnue, Russ aura un argument de poids pour sauver toute cette forêt. Ce cri est caractéristique. Mais est-ce le bon lémurien? Il faut se dépêcher pour ne pas le perdre. Il y a plusieurs groupes et c'est confus. L'équipe doit agir vite pour l'endormir. Il l'a touché. Allons voir ça. Tu l'as eu. Il est toujours là-haut. Il s'accroche. On devrait peut-être aller le chercher. J'ai peur qu'il reste coincé. Le tranquillisant n'est pas dangereux pour l'animal. Un des trackers le redescend doucement. Il ressemble au lémurien repéré par Russ, mais il est encore trop tôt pour se prononcer. C'est un mâle adulte. Il s'est beaucoup battu pour son territoire. Il est mignon. Regardez-moi ces gros coussinets et ces petits doigts préhensils. C'est super de pouvoir le regarder de près. Peut-être qu'il faudra le décrire bientôt. Morphologiquement, il semble différent des autres, mais seule une analyse génétique peut le confirmer. Regardez ça. Je ne sais pas ce que c'est. Le jour s'est levé et les effets du tranquillisant se dissipent. Les différents lémuriens se sont adaptés à un type de nourriture particulier. Les dents et la langue des phaners sont idéales pour manger de la sève et du nectar.
Une structure étrange dans la gueule de celui-ci pourrait prouver qu'il s'agit bien d'une espèce distincte. Vous avez vu? Est-ce que ça sert à récolter le nectar? Oui, ça doit servir pour le nectar. Je ne l'ai jamais vu sur un autre fanère. Le pauvre est encore un peu sonné. Il se réveille doucement, mais on va attendre ce soir pour le relâcher. On l'a entièrement examiné et on lui a fait une prise de sang. On a toutes les données nécessaires pour savoir si on doit le distinguer de ses congénères ou pas. Il risque d'avoir un peu mal à la tête, mais tout va rentrer dans l'ordre. Russ est persuadé que ce lémurien fait partie d'une nouvelle espèce. Le voilà donc propulsé à la 3e place et baptisé Fanambi, qui signifie défi en malgache. Ce petit lémurien pourrait être un allié de poids pour les défenseurs de l'environnement. En essayant de les protéger, lui et son habitat, on pourrait sauver de nombreuses autres espèces. La nature nous réserve encore quelques surprises, comme le démontre l'animal qui va suivre. Les lézards sont des maîtres de l'adaptation. Prenons l'exemple de ce varan de 2 mètres de long découvert en 2010 au nord des Philippines. C'est un végétarien pragmatique. Il est devenu frugivore pour pallier un manque de proie. Et à l'autre bout de l'échelle de taille, on trouve le plus petit gecko du monde, observé en 2001 en République dominicaine. Il ne mesure que 16 mm et ne mange que de minuscules insectes. Le numéro 2 de ce classement est encore plus étonnant. On pourrait le décrire comme le Graal des biologistes. Il vit en Malaisie, dans le parc de Perlis. Ce territoire unique fait de formations calcaires est le cadre idéal pour assister à un phénomène naturel extraordinaire. Lee Grismer, scientifique et explorateur, sera notre guide. Lui et son équipe ont déjà découvert plus de 50 nouvelles espèces. Non loin d'ici, ils sont récemment tombés sur ce petit gecko, le Cyrtodactylus macrotuberculatus. Mais alors qu'ils sont de retour aux États-Unis, les événements prennent une tournure inattendue. Nos collègues malaisiens m'ont envoyé la photo d'un gecko trouvé dans une grotte en me disant « On pense que c'est celui que vous venez de décrire, mais il a l'air un peu différent. » Je n'en croyais pas mes yeux. 15 secondes plus tard, j'achetais un billet pour la Malaisie. Si Lee est si pressé de revenir sur place, c'est que les scientifiques malaisiens ont peut-être pris l'évolution la main dans le sac. Pour en avoir le cœur net, il se rend dans la grotte en question. Lee pense savoir ce qui a poussé ces geckos à changer d'habitat. Cette forêt regorge de crotales. Et nous savons que ces serpents se nourrissent de geckos. C'est un fait acquis. Donc, si un gecko de la forêt se réfugie dans une grotte et acquiert les caractéristiques nécessaires pour se déplacer sur la roche lisse, alors il échappe à son principal prédateur. Ces geckos tentent de s'adapter à la vie souterraine pour survivre. Mais pour prouver qu'il s'agit bien d'une nouvelle espèce, Lee a besoin d'ADN. C'est bon, je l'ai. Super. Nous pensons que cette espèce, d'abord adaptée à la forêt, est en train de s'adapter à la vie dans les cavernes. Ce qui lui permet d'évoluer dans une grotte et de grimper sur des parois verticales, ce sont ses longues pattes qu'il peut étendre de cette façon. Son corps s'aplatit le long de la paroi, ce qui lui donne plus d'adhérence et l'aide à grimper plus rapidement. D'autre part, sa peau est plus lisse. Voici présenté ensemble le gecko adapté à la vie en forêt et son cousin qui vit dans les grottes. Le gecko des cavernes est très différent de celui des forêts. Regardez.
Ces motifs ne sont pas les mêmes. Je suis convaincu qu'il s'agit d'une espèce distincte. Si la théorie de Lee est fondée, nous sommes en train d'assister à la formation d'une nouvelle espèce. C'est une situation exceptionnelle. En général, le travail d'un biologiste s'apparente à celui d'un enquêteur. Le méfait a été commis lorsqu'on découvre la scène du crime. Les espèces existent déjà. Dans le cas de ce gecko, on est présent au moment où le crime a lieu. On peut donc observer avec précision l'émergence de ce nouvel animal. Reste à savoir si l'analyse ADN confirmera cette hypothèse. Sommes-nous vraiment les témoins du phénomène de l'évolution? Les résultats des analyses sont arrivés peu après. Le gecko des grottes est bel et bien une nouvelle espèce. L'animal qui occupe la première place est une preuve vivante de la rapidité avec laquelle l'évolution peut intervenir. Il vit sur une petite île du Panama, Escudo de Veraguas, à 17 km de la côte Caraïbe. Il y a 9000 ans, ce territoire de 3 km² a été séparé du continent par la montée du niveau de la mer. Son écosystème a donc été entièrement isolé. Certaines espèces de l'île ont évolué jusqu'à développer un patrimoine génétique propre. Le scientifique Bryson Voirin se rend régulièrement sur Escudo de Veraguas pour étudier une des créatures les plus mystérieuses de l'île. Escudo de Veraguas est un lieu extraordinaire. La faune et la flore de l'île ont évolué de leur côté, indépendamment du reste du monde. Parmi ces animaux étonnants, celui qui passionne Bryson est le paresseux nain. Il vit uniquement sur cette île. On ne le trouve nulle part ailleurs. C'est un animal très amusant. Dans plusieurs langues, son nom est associé à l'un des 7 péchés capitaux. Pourtant, il n'est pas aussi fainéant qu'on pourrait le croire. Quelle est la particularité du paresseux nain? Ce mammifère s'est parfaitement acclimaté à la vie sur une île des Caraïbes. Il est plus lent que les autres paresseux. Il dort à des moments différents, il est plus calme. Quand on l'approche, il n'est pas agressif, contrairement aux autres sous-espèces. Il a le caractère d'un insulaire, il est détendu. Le paresseux nain a d'autres signes distinctifs. Il s'est vraiment adapté à l'île. Il est 2 fois plus petit que le paresseux du continent. Il ne mange que des feuilles de la mangrove, alors que ses cousins se nourrissent sur tous les arbres de la jungle. Les feuilles de mangrove contiennent moins de nutriments, ce qui explique sa petite taille. C'est aussi pour cette raison que le mammifère est aussi léthargique. Bryson utilise une technologie sophistiquée pour mieux comprendre son rythme de sommeil. Je vais poser une puce électronique sur le sommet du crâne d'un spécimen. Elle enregistrera ses ondes cérébrales, ce qui nous permettra d'étudier ses habitudes de sommeil. Une fois encore, le paresseux nain se distingue des autres sous-espèces de sa famille. Lorsqu'on compare leur activité nocturne, on remarque des différences entre les paresseux insulaires et ceux du continent. Cela pourrait être lié à la présence de prédateurs nocturnes sur le continent, comme le chat des marais qui s'attaque aux paresseux. Comme il n'y a pas de prédateurs de ce type sur Escudo de Veraguas, les paresseux nains sont beaucoup plus actifs la nuit. Ce mammifère a développé une autre caractéristique. Il nage très bien. Il flotte et fait les mêmes mouvements qu'un chien. Il est plus à l'aise dans l'eau que sur le sol.
C'est très étrange de constater que le mammifère le plus lent du monde nage mieux qu'il ne rampe. Le paresseux nain batifole dans l'eau de mer, entre les mangroves. Il cherche peut-être à se reproduire ou à étendre son habitat. En tout cas, il ne peut pas rejoindre le continent à la nage. Il est trop éloigné. Ce paresseux stoïque n'a donc aucun moyen de quitter l'île d'Escudo de Veraguas, ce qui le rend très vulnérable. La population de paresseux nains ne compte que 200 individus, donc chacun est important. Si on abat ne serait-ce qu'un arbre de la mangrove, toute l'espèce est en danger. Comme Escudo de Veraguas est une réserve naturelle marine, il est interdit de s'y installer et de manipuler la faune et la flore. Malheureusement, ces lois ne sont pas toujours appliquées. Chaque fois que je viens sur l'île, les paresseux sont plus rares et les hommes plus nombreux. Je pense que les paresseux nains sont menacés. Les braconniers les chassent et les arbres de la mangrove sont abattus illégalement. Leur population est tellement réduite qu'il n'en faudrait pas beaucoup pour qu'ils disparaissent. Je dirais qu'en 2020, l'espèce sera éteinte. Comme une grande partie des espèces présentées, le paresseux nain est à un moment crucial de son existence. Sans l'instauration d'un programme de protection de cet animal et de son habitat, il disparaîtra. Pourtant, nous avons encore beaucoup à apprendre de lui. L'étude du paresseux montre que l'évolution peut être un phénomène très rapide, puisque l'île a été séparée du continent il y a seulement 9000 ans. C'est une découverte formidable. Le paresseux nain mérite-t-il vraiment la première place de notre classement? Posons la question aux spécialistes, même s'il risque de ne pas être impartial. Ce sont des animaux incroyables. Ils sont parfaitement adaptés à leur écosystème. Ils me font penser à des ninjas, parce qu'ils sont très zen. Ils sont super. Ça doit vouloir dire oui. Après cette découverte des espèces les plus extraordinaires, il est clair que nous en savons encore très peu sur la faune et la flore de notre planète. Combien d'espèces disparaîtront avant même que nous prenions conscience de leur existence? Notre Terre pourrait abriter plusieurs millions d'êtres vivants dont nous ignorons tout. De nouveaux animaux aux caractéristiques inédites, capables de faire progresser la science.